Salut les amis, c'est Orpheus, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle review consacrée à Sensei Sentai Show. On va en faire ensemble le débriefing et le comparatif de l'épisode 8 ici, donc par rapport au manga. Je m'excuse déjà pour la qualité de ma voix, c'est pas que j'ai hurlé à la mort comme un loup en voyant l'épisode 8, c'est juste que j'ai la crève et j'avais pas vraiment envie de prendre du retard sur les débriefings donc, de cette série animée, donc je la fais malgré le fait que j'ai la voix un peu cassée. Avant de commencer ce débriefing, je tiens à remercier, mais vraiment grandement, l'équipe nord-coréenne thaïlandaise qui a une adresse fictive au Japon afin de contourner les lois sociales pour avoir réalisé donc cet épisode de très mauvaise qualité. Je pensais que l'épisode 7 avait atteint des sommets, et bien je peux vous dire que l'épisode 8 il a atteint les mêmes sommets mais pour d'autres raisons, d'accord. On va commencer directement donc avec l'introduction donc de l'épisode 7, ouais, j'ai des bêtises, avec l'épisode 8. Introduction qui pour moi n'a aucune plus-value de nouveau. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre la fin de l'épisode 7. Ça n'a pas d'intérêt, ça nous montre rien. Enfin, c'est même pas un résumé de ce qui s'est passé avant. C'est chaque fois les dernières secondes de l'épisode. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Donc voilà, pour moi, introduction encore à zapper une fois de plus. Très mauvais au niveau du choix de son contenu. Ensuite, on va passer directement sur ce qui arrive après le générique. On retrouve Rigel Dorion, hein, qu'on avait vu disparaître les épisodes précédents. Rigel Dorion qui est agenouillé devant Eris, hein, dans sa salle du trône. Eris qui possède une pomme d'or. Et on peut voir qu'au travers de cette pomme d'or, il y a un visuel de Saori qui est entouré par un genre de branche ou de serpent. Là, on ne sait pas trop dire en fait ce que c'est. Et on voit qu'elle est en train de raconter un petit peu voilà, ce qu'elle était en train de faire. Et à ce moment-là, on voit arriver quoi? On voit arriver de nulle part, hein, Mayura Dupont qui débarque. Salut les amis, toc toc c'est moi. Eris, je suis là, je vais venir te tuer, me débarrasser de toi. Alors, s'ensuit évidemment un combat très éphémère entre Rigel Dorion et Mayura Dupont. Combat qui est de très mauvaise qualité, avec des plans fixes de très mauvais goût. Les visuels sur Rigel Dorion qui sont vraiment à chier, c'est dégueulasse. Et au final, Mayura se fait jarter, elle se fait dégommer par Eris dans une animation tout aussi mauvaise, d'accord, voilà. Donc pour moi, aucun intérêt, donc voilà, ni plus ni moins. Ensuite, ah oui, passage qui n'existe pas évidemment dans le manga, je tiens à le signaler, n'existe pas, donc purement inventé. Donc voilà, encore une liberté prise sur une invention. Créée toute pièce donc par l'équipe de production et qui au final n'amène rien d'intéressant. Ensuite, dans la foulée, on voit quoi? On voit que Eris fait ressurgir du néant, un petit peu comme ça, d'outre-tombe, des guerriers fantômes qui s'attaquent au sanctuaire et guerriers fantômes qui se font par la suite dégommer par les chevaliers de bronze mineur. Jusque là, ça clope avec le manga. C'est un passage qui arrive à la fin du tome 6. Et d'ailleurs, juste pour directement que tout soit ensemble dans cette explication, les visuels sont reproduits un petit peu comme les visuels de la bataille des 12 maisons. Donc voilà, c'est des plans fixes qui sont pas trop mauvais, mais on a connu mieux. Ensuite, après, donc ce petit passage où on voit donc cette attaque, le début de l'attaque en tout cas des chevaliers fantômes vers le sanctuaire. On voit donc Milo du Scorpion qui est toujours au pied de l'escalier qui mène au temple d'Eris avec Shoko et Saori qui est cette fois-ci couchée sur une stèle. Hein. Alors là aussi, hein, elle est couchée sur une stèle avec l'aura maléfique autour d'elle et la marque d'Eris, alors que juste avant on la voyait dans la pomme d'or d'Eris avec des genres de racines ou de morceaux des serpents, on sait pas trop, donc c'est déjà incohérent. On voit qu'il a une discussion avec Mu, hein, par un peu télépathie on va dire, ou en tout cas par communication entre cosmos. Là aussi il y a des visuels complètement dégueulasses, il y a un visuel sur Milo qui est horrible, Mu n'en parlons pas, on dirait qu'il a pris du Xanax, hein, le mec je pense qu'il est dépressif, donc il a vraiment une gueule mais à tomber par terre. Alors je pense que mon garçon qui a 6 ans il dessine mieux que ça. Donc dans ces discussions, donc on revient justement sur le fait que, comme je disais juste avant, que les chevaliers de bronze mineurs ils défendent donc le sanctuaire face aux guerriers fantômes. Alors voilà, c'est des petits visuels qui ont leur charme, sont simples, d'accord. Et je trouve que les chevaliers de bronze mineurs sont pas trop mal réussis, je trouve. Ils ont encore de la gueule. Peut-être juste Ban du Lyonnais qui a une tête un peu bizarre, mais sinon le reste ça va.
Et donc on voit donc que Mu explique à Milo que il y a déjà un autre chevalier d'or qui est arrivé donc au sein du sanctuaire d'Eris. Et donc c'est Ayolia du lion. Alors on le voit arriver avec toute sa prestance face à des guerriers fantômes dans un temple. D'ailleurs il envoie tous ces guerriers fantômes au tapis comme pour rire. Jusqu'au moment où il se retrouve donc devant une porte. D'accord. Jusqu'au moment où il se retrouve devant une porte. Porte qu'il va donc détruire en envoyant donc une de ses attaques dessus. D'accord, le lightning plasma, pardon. Ce passage existe dans le manga, hein, où il se retrouve devant cette porte. Et au-delà de cette porte, on va retrouver quoi? Eh bien, Ayolia, qui se retrouve dans une autre dimension. Hein. Et dans cette autre dimension, il va découvrir un autre chevalier d'or, qui est son frère, Aiolos du Sagittaire. Alors, dans la review de The CNS, justement, il disait, ce dernier disait, oui, mais allez, on nous fout du gold, en veux-tu, en voilà. Alors oui, c'est vrai, dans Sentia Show, pardon, les golds sont mis, enfin certains golds en tout cas sont mis en avant, parce que fatalement, ils sont là pour aider les Sentia, même si au fur et à mesure des tomes, les Sentia prennent de plus en plus de place dans l'histoire. Donc ici, il y a Aiolos qui apparaît, mais en fait, il faut savoir que Aiolos, ce n'est pas le frère maléfique, comme on peut le voir là, de Ayolia, hein, d'accord, dans le manga. Dans le manga, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est une image maléfique enfin, en tout cas, un personnage maléfique qui se trouve devant Ayolia et qui prend l'apparence d'Aiolos et qui après prendra l'apparence d'Ayolia aussi. D'accord. Ici, dans l'anime, on nous montre quoi? On nous montre Aiolos qui, au final, au départ, a déjà une gueule de merde. Hein, il a un visuel de merde. Et juste un ou deux plans plus rapprochés où le design est un peu plus joli. On voit la discussion où il dit, ouais, de toute façon, est-ce que tu sauras porter un coup, déployer tout ton cosmos sur ton frère? On voit Ayolia qui porte son attaque donc sur son frère, enfin, sur celui qui pense être son frère. On voit que, enfin, il pense pas parce qu'il dit que son frère est mort, donc fatalement pour lui, c'est pas lui. On voit donc ce maléfique Aiolos qui arrête donc l'attaque d'Ayolia avec une gueule mais complètement horrible. Et on voit qu'il renvoie cette attaque, d'accord. Et par la suite, un peu plus tard dans l'épisode, on voit qu'ils s'envoient une attaque tous les deux. Attaque qui au final fait que Ayolia se retrouve dans un temple avant que n'arrive un autre personnage. Alors là aussi c'est une liberté prise, pourquoi? Parce que dans le manga, Ayolia porte son attaque sur ce pseudo Aiolos. Attaque qui parvient donc à effectuer de manière correcte. Et on voit que dans la foulée, ce Aiolos maléfique prend l'apparence d'Ayolia en maléfique, d'accord? Donc, là aussi, voilà, il y a déjà un non-respect de ce qui s'est passé donc dans le manga. Parce qu'au final, il y a une deuxième apparence qui fait son apparition. Voilà. Pour essayer de rester un peu français dans ce que je dis. Et la scène qu'on voit entre lui et Aiolos, elle se déroule en fait entre Ayolia bon et la version maléfique qui est en face de lui. Avant qu'il se retrouve dans ce fameux temple, avant l'arrivée d'un autre chevalier, hein, qui est Saga, vu qu'on le voit arriver donc dans cet épisode. Ensuite de là, on voit que Ate réapparaît devant Shoko de manière très succincte. Hein. On n'en sait pas plus, on voit qu'elle réapparaît, qu'elle va s'en prendre donc à Athéna et à Shoko. Milo quant à lui, il est déjà parti évidemment pour essayer d'aller aider Ayolia. Et donc dans la foulée on remarque quoi, on peut voir que ce plan est vite passé, hein. C'est un passage qui est très succinct. Et on voit que on se retrouve dans une scène où on voit Mi du Dauphin qui se réveille dans un endroit un petit peu distordu, qui me fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles avec ses horloges déformées, etc. C'est genre de buisson en forme d'homme avec l'arc-en-ciel, etc. Ça fait vraiment penser à ça. Et on la voit qui court au ralenti. Alors animation ralenti de merde, hein, c'est ils ont fait du stop motion, mais au lieu de faire du 12 ou 24 images secondes, ils ont fait du 2 images secondes. Ça veut dire qu'on a un plan avec le bras levé, un plan avec le bras plus bas. Enfin, c'est moche, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Après, on voit le gros nounours qui arrive, et en fait, on retrouve quel personnage? On retrouve le personnage Démonie, qui réapparaît plus âgé. Dans le manga, c'est pareil, hein, elle réapparaît plus âgée,
Alors, ici j'ai un gros problème aussi parce que quand on regarde le plan au tout départ, au tout début, avec Mi, au moment où il y a l'attaque de l'ours qui est portée sur Mi, on, on voit l'apparition d'Emony, et dans cette première apparition, si on regarde bien, donc après que Mi ait porté son attaque sur le Nounours, là, et que les petits papillons mauves s'envolent, on voit l'apparition d'Emony, et dans cette apparition, on peut remarquer que elle porte une partie de... une partie de son armure. On voit son menton avec la partie les deux cornes qui remontent de son armure. Et dans le plan suivant, on voit quoi? On voit rien de tout ça, on la voit qu'elle est en tenue de soubrette, là, de petite fille, là. Donc déjà, deux plans qui collent pas, pour commencer. Et en plus de ça, dans le combat, quand on voit le combat entre Emony et Mi, on peut remarquer qu'à un moment donné, Emony donc met au tapis Mi, hein, d'une facilité déconcertante, comme dans le manga, hein, elle la met bien au tapis. Elle la blesse même grièvement dans le manga, elle la blesse bien. Et dans le plan suivant, quand on voit que Mi se relève, hop, comme par magie, elle a son armure sur elle. Elle a son armure. Alors c'est n'importe quoi. Alors entre deux, on a un petit flashback hein, qui n'existe pas avec entre Mi et Saori quand elles sont toutes petites filles. Ça dans le manga, il n'y a pas. Mais d'entrée de jeu, on voit quoi? On voit bah, que hop, tiens, tout d'un coup, Emony, elle a son armure, quoi. Après ce petit flashback. Donc là aussi, Emony vient lui foutre une tatane, elle la met par terre, elle repart habillée avec sa tenue de soubrette, là. Et puis au final, on voit quoi? On voit, oh, dans la foulée, le flashback de Mi, et puis oh tiens, bah, tout compte fait entre deux, elle s'est dit, tiens, si je revêtissais mon armure, on ne sait jamais. Voilà, hop, elle a son armure. Alors s'ensuit bah, une attaque portée donc par Emony et par Mi. On voit que Mi porte son attaque dans une animation dégueulasse, d'accord, complètement dégueulasse, et terrasse Emony, pardon, de manière très très facile, alors qu'avant ça s'était fait juste mettre au tapis, mais comme un enfant, quoi. Alors là aussi ça me déplaît fortement, pourquoi? Parce que dans le manga, Mi se fait mettre au tapis par Emony, qui est habillée donc avec son uniforme, et elle est bien mise à terre, bien blessée, et ça, à ce moment-là, quand Emony décide de s'en aller, c'est là qu'on voit apparaître Katia de la couronne boréale. Elle arrive et c'est elle qui vient entre guillemets s'interposer afin de sauver Mi. Elle s'interpose légèrement et puis à ce moment-là, Emony revêt plutôt son armure. Et ensuite, Mi se relève et dit à Katia, non écoute, c'est mon combat, laisse-moi et je veux le terminer moi-même. Et là on voit Mi qui terrasse Emony, d'accord? Donc déjà, il y a un gros problème au niveau du scénario parce que le combat n'est pas respecté, parce qu'on est censé revoir Katia de la couronne boréale apparaître et prêter main forte à Mi. Ça n'est pas fait. Les combats ici sont très rapides, hein. Mi se met au tapis une fois rapidement. Ensuite c'est elle qui porte le coup dans l'autre sens et là Emony elle se fait terrasser. Et en plus Emony au niveau visuel c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que une fois elle est habillée, donc elle apparaît avec son armure, puis après on la voit en tenue d'écolière ou en tenue de soubrette, hein, en fonction de comment on le voit. Et puis après on la voit, hop, comme par magie de nouveau en tenue d'armure. Enfin, armure qui pour moi en plus est très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à une surplis, alors que dans le bouquin on dit clairement qu'elle est rouge. Donc voilà, donc pour moi c'est, voilà, passage très mauvais. Et puis après on voit Mi qui s'écroule par terre, voilà. Donc combat avec des animations de merde, du design de merde, donc très très mauvais. Dans la foulée de ce passage-là, ben, on revoit donc de nouveau Ayolia qui affronte Aiolos dans cette dimension parallèle. On voit que il porte l'attaque et après ça, ben, il se retrouve dans un temple dans lequel il y a des racines qui descendent un petit peu des murs là. Et dans ce temple, il se retrouve face à Saga Maléfique. Alors, Saga Maléfique. Je vais rassurer The CNS, parce que je sais que The CNS, il a raison quand on nous dit qu'on nous fout des golds, veux-tu en voilà. Le but ici dans Sentia Show, fatalement, c'est les Sentia. Et les golds ont un rôle à jouer, certains golds, pas tous, ont un rôle à jouer dans l'aventure. Pourquoi? Parce que ils sont là pour prêter main forte aux Sentia qui au final sont pas très fortes dans le début de l'histoire. Néanmoins, l'apparition de Saga ici, c'est pas une décision qui est faite pour dire allez, on nous faut encore un gold hein, dans l'histoire. En fait, Saga, je vais pas spoiler, mais je dis quand même spoil hein, en majuscule, en gras, italique, tout ce que vous voulez, souligné, fluoté.
Mais le Saga qu'on découvre ici en Maléfique, en fait, il y a une raison à sa présence, d'accord? Et c'est pas le Saga qui s'est donné la mort face à Saori, parce que lui, il est vraiment mort. C'est son esprit maléfique qui, rappelez-vous, s'est envolé lorsque celui-ci a été terrassé par Seiya avec le bouclier d'Athéna, d'accord? C'est cet esprit-là, en fait, qui est ici présent. Et il a une importance, pourquoi? Parce que ça va amener autre chose dans la suite de l'animé. Autre chose. Et si c'est bien amené, ce que je doute, parce que quand je vois la tournure des épisodes au fur et à mesure qu'ils arrivent par rapport au manga, je pense franchement que ça va être encore bâclé et ça va pas être bien amené. Mais il faut savoir que dans le bouquin, le retour de l'esprit maléfique de Saga dans son armure des Gémeaux, elle a une importance parce que ça va amener un autre personnage dans la foulée, d'accord? Donc je spoil pas trop qui ça va être. Et quand les gens vont découvrir ça, ou en tout cas si vous le découvrez en lisant les mangas, vous allez vous dire excellent, ils nous ont pondu un truc d'enfer. Un truc d'enfer. Or ici, vous savez que à force de voir les épisodes, à force de voir comment ça se déroule, on se dit bah ouais, au final, ça devient du grand n'importe quoi, c'est pas cohérent, qu'est-ce que de nouveau nous tape du gold? Bah, il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela, donc rassure-toi, The CNS, Saga qui réapparaît ici, c'est parce qu'il y a quelque chose de prévu avec le personnage, d'accord? En tout cas avec l'âme du personnage, parce que c'est pas Saga, c'est son âme maléfique, d'accord? Et on voit donc toute l'explication où il dit que voilà, il va enfin pouvoir se venger d'Athéna, etc. Hein, Yulia qui lui dit ouais, mais enfin tu t'es repenti de tes crimes, donc voilà, hein, tu as deux visages, etc. Donc voilà, c'est une discussion qui a lieu aussi dans le manga, d'accord? Alors l'animation qu'on voit entre les deux, ça me fait un peu rire aussi parce que là, il y a une animation où on voit les deux visages donc de Ayolia et de Saga en gros plan qui sont fixes, hein, même les yeux ne clignent pas, il n'y a même pas une veine chez Saga qui gonfle ou quoi, on voit juste un effet de lumière qui clignote un petit peu, qui s'éclaircit, qui se fonce un peu comme ça, un petit effet de lumière, puis on les voit qui se tiennent les mains l'une dans l'autre, un peu comme les combats qui vont durer 1000 jours et 1000 nuits là. Et alors là aussi on voit Saga qui a une tronche, mais alors, mais oh là là, les amis, mais c'est une catastrophe quoi, animation dégueulasse. Par contre après, il y a quand même des effets de lumière qui sont jolis malgré tout. Et alors on peut remarquer quelque chose, entre les deux au-dessus on voit une sorte de sphère avec plusieurs anneaux. Ça a une importance aussi dans le manga, d'accord? Donc on verra si c'est exploité dans l'animé, mais ça a aussi une importance dans le manga. Donc importance liée à l'âme maléfique de Saga, d'accord? Donc voilà, sans trop spoiler. Et donc après on retrouve donc de nouveau Saori hein, qui est dans les bras en croix hein, dans ces genres de lianes ou ouais pour moi ce sont des lianes ou des racines qui n'a ni queue ni tête et dans la foulée pourquoi parce qu'elle est allongée sur sa stèle hein, juste derrière Shoko qui est en train de se battre avec Ate voilà. Et dans ce combat on voit arriver qui? On voit arriver Mu du Bélier qui débarque pour protéger donc Shoko et qui vient donc terrasser Ate très facilement d'ailleurs. Et ça c'est comme dans le manga. Dans le manga, Ate revient. Donc il faut savoir qu'en fait les dryades, elles ont l'avantage, d'accord? Elles ont l'avantage de revenir régulièrement grâce au pouvoir d'Eris. Parce qu'en fait elles apparaissent, elles prennent vie grâce aux graines de la discorde. Donc c'est pour ça que même si on a vu Ate se faire terrasser auparavant, Ate revient maintenant de face à Mu. C'est comme ça qu'Emoni est revenu. D'accord, et donc voilà. Et donc on voit donc ce combat donc entre Mu et donc Ate qui est assez succinct au final, hein, un peu comme dans le manga, c'est assez court. Dans le manga, il ne demande pas à Ate ce que cherche à faire Eris. Dans l'anime, il lui pose la question qui au final ne reçoit pas de réponse. Voilà. Et donc on voit, ah oui, alors ça aussi quand je vois l'attaque de Mu, les amis, sur Ate. Quand il lui fait donc son attaque de... Ça y est, j'ai un trou. De Starlight Extinction. Voilà. On voit l'animation autour de Mu. L'animation qui est pas trop mal, je trouve. On voit Mu qui est pas très beau par contre. Et alors on voit cette boule lumineuse qui englobe un petit peu Ate et on la voit disparaître un peu trop facilement. Je trouve qu'ils auraient pu faire un gros effort sur l'animation de la disparition du terrassement d'Ate. Là je trouve ça un peu bateau. Donc voilà. Et donc après donc on voit Mu qui a une discussion avec Shoko qui lui dit qu'en gros voilà il a réparé son armure mais il a l'impression que pour elle c'est une mission qui est trop lourde à porter hein, pour Shoko. Et alors on voit
Shoko qui explique, ah mais voilà, ma soeur m'a dit qu'en fait si on voulait la vaincre, je devais aller vers elle, qu'elle devait le faire elle-même, hein, elle devait se débarrasser de sa soeur elle-même. Là on a l'explication du chuchotement qui a été fait dans l'épisode 7, explication qui n'a pas lieu dans le manga, enfin en tout cas pas comme ça. Shoko dit à Mu que bah oui, elle a l'intime conviction qu'elle peut encore sauver sa sœur et arriver à ce que tout le monde s'en sorte bien, mais voilà quoi. Et donc on voit donc Mu qui utilise donc son pouvoir télékinétique ou télékinésique pour envoyer donc Shoko vers vers la salle où se trouve Eris. Et on voit devant elle apparaître des guerriers fantômes. Alors là aussi, animation guerrier fantôme pourri. On voit comment enfin pas une transition, un mouvement latéral sur un plan fixe du temple où elle se trouve, avec des guerriers fantômes qui courent sur place, mais vraiment moche. Hein, là aussi, animation dégueulasse. Et puis on voit Shoko qui s'encourt pour aller rejoindre donc sa sœur et essayer de sauver un petit peu tout ça quoi. Et puis on se retrouve au générique de fin, voilà, ni plus ni moins. Voilà. Alors, pour moi c'est un épisode qui est très mauvais. Pour résumer tout ça, pour moi c'est encore un épisode de merde. De merde parce que l'animation elle est complètement pourrie. Elle est pourrie jusqu'à la moelle, voilà. C'est normalement une série qui est prévue sur 10 épisodes. J'ai quelqu'un qui m'a interpellé cette semaine en me disant bah tiens, moi j'ai vu sur un lien qu'il y en aurait 12 de prévus. Alors c'est possible. Moi la seule info que j'ai c'est 10 et c'est une info qui remonte déjà un petit bout de temps. Et j'ai pas eu d'autres infos à ce niveau-là. Bon, en même temps, j'ai pas fait trop de recherches non plus, donc mais même qu'il y en ait 10 ou 12, voilà, pour moi c'est une catastrophe. Sachant que la fin de cet épisode 8 nous amène tout doucement à peu près à la moitié du tome, à la fin du premier tiers du tome 7. Ah oui, chose aussi que je voulais dire, qui n'a pas été refait dans l'animé, le combat entre Shoko et Ate au pied d'escalier, hein, face à Athéna qui est allongée sur sa stèle. Dans le manga, déjà, Athéna n'est pas allongée sur une stèle, pour commencer, vu qu'elle n'a pas encore subi la malédiction de la pomme d'or. Ça, c'est déjà une chose. Donc là aussi, grande divergence par rapport au manga. Et en plus de ça, dans le manga, elle se retrouve au pied de cet escalier face à son double maléfique, en fait. Et donc, c'est un passage qui était intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on voyait donc Saori, dans ce passage-là, qui tombait par terre. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que Eris lançait sa malédiction, en fait. Donc, juste avant ce combat contre son double mauvais, Eris lance sa malédiction sur Saori. On voit Saori qui tombe au sol. Et là, on va arriver donc ce double maléfique. Voilà, là aussi, déviance faite par rapport au manga. Parce que voilà, c'est encore un passage qui était intéressant dans le manga et qui, au final, n'apparaît pas dans l'animé. Et donc, c'est très mauvais. Voilà, c'est très mauvais. C'est un combat qui était intéressant. Alors, en plus de ça, on peut remarquer aussi une chose, c'est que le personnage d'Elda, qu'on a découvert dans l'épisode 6, on n'en parle toujours plus, hein. Rappelez-vous, ça y est, le personnage, la Cynthia de Cassiopée, là, qu'on a vu apparaître 30 secondes là, dans l'académie des Cynthia, voilà, là, on n'en parle toujours pas. Le combat entre elle et Deadmask, alors là, je crois que c'est vraiment oublié pour de bon, on n'en parlera pas. Pourtant, Deadmask, il a encore un rôle à jouer dans l'histoire, donc voilà, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, c'est quand même un épisode qui est mauvais parce que l'animation est mauvaise, parce que des libertés sont prises. Hein, Mayura Dupont qui débarque devant Iris pour essayer de la tuer, alors qu'au final, ça n'existe pas dans le manga. Le passage avec Aiolia et Aiolos, Aiolos qui, oui, est dans le manga, mais pas expliqué comme tel. Hein, ce n'est pas l'esprit maléfique de Aiolos qui est là, non, au final, en fait, c'est Saga. Voilà, c'est Saga qui prend l'apparence. Ouais, en tout cas, l'esprit Saga qui fait prendre l'apparence donc d'Aiolos et qui prend après l'apparence de Aiolia. Hein. C'est un peu ça le truc. Avant qu'on ne voie fatalement Saga maléfique arriver. Donc, reste à voir si ça va être exploité par après, mais au vu de la tournure que prend cette série animée,
je rejoins entièrement The CNS et d'autres personnes là-dessus, c'est que cette série est morte enterrée, elle est mauvaise. Alors, je disais dans la review précédente que Shimaki Kuori avait dit dans une interview que le manga se vend pas très bien au Japon. Alors c'est vrai qu'on est arrivé, le tome 13 va sortir au Japon, où est déjà sorti. C'est vrai que le problème de Senseiya, je pense au Japon, nous on est très nostalgique au niveau européen, au niveau France et Belgique, on est très nostalgique de Senseiya, ça a bercé notre enfance comme d'autres mangas. Faut savoir qu'au Japon, et ça je parle pour tous les puristes Senseiya, les amis, il faut savoir qu'au Japon, le manga, ça se lit comme si on lisait un journal dans le train. C'est-à-dire que là-bas, ils achètent des mangas, et les mangas, une fois qu'ils sont lus, on s'en débarrasse à peu de choses près. C'est pour ça que là-bas, il y a énormément de magazines qui font paraître des mangas. C'est pour ça que, par exemple, des mangas paraissent à raison de 4-5 pages par jour dans des quotidiens. Un peu comme nous, on aurait un journal qui sortirait avec une BD qu'on suit au fur et à mesure des jours qui passent. Donc il faut savoir qu'au Japon déjà, la culture du manga n'est pas comme chez nous. Nous, le manga, on en connaît un certain rayon. Il y en a qui en connaissent encore plus, parce que des mangas, il y en a des millions. Mais en France et en Belgique, le manga n'a pas la même envergure qu'au Japon. Au Japon, c'est une institution, le manga. Ça, il faut bien le savoir. Et fatalement, au Japon, Senseiya, c'est plus du tout dans l'air du temps. Alors, parce que le côté mythologie grecque, ça a bien marché tout un temps là-bas parce que c'était innovateur. Pas innovateur, novateur. Mauvais choix de mots, novateur. Mais par contre, chez nous, c'est beaucoup plus parlant parce que la mythologie grecque, ça fait partie un petit peu de l'histoire de l'Europe, du vieux continent. Là-bas, c'est pas le cas. Chez nous, une histoire de samouraï marcherait moins bien. On va peut-être pas trop lire un manga basé sur des samouraïs que là-bas un manga basé sur une histoire de samouraï, ça va faire fureur parce que le samouraï fait partie de la culture japonaise. Donc là aussi, quand je vois l'interview de Shimaki Kuori qui dit bah oui, le manga se vend pas très bien et donc du coup les rentes ne sont pas là et donc du coup ça implique qu'il y a mauvaise qualité de l'animé. Comme disait The CNS dans sa review juste de titre, elle ne doit pas se lancer la pierre parce que au final c'est pas de sa faute. Elle est mangaka, son manga est supervisé par Kurumada, sinon son nom n'apparaîtrait pas dessus. Si c'était pas supervisé par Masami Kurumada, il n'y aurait pas son nom fatalement sur les bouquins. Donc au final, elle ne doit pas se jeter la pierre. Je pense que comme disait justement The CNS dans sa review, c'est la Toei qui met pas les moyens, ni plus ni moins. Alors je sais que la Toei va peut-être axer son argent sur des choses autres, plus novatrices. Ouais, c'est vrai, peut-être. Mais en tout cas, s'ils avaient voulu faire ça pour pouvoir vendre des figurines, comme j'ai dit dans ma review précédente, là je pense que c'est un petit peu mort. Parce qu'à part vendre Choco, Milo et Mayura Dupont qui sont annoncés, je pense que le reste, ils vendront rien du tout. Parce que ça fait un flop chez nous. Même si je vois beaucoup de gens qui disent ouah c'est super, ouah j'aime bien, on peut aimer si on n'est pas très critique sur tous les aspects techniques et scénaristiques, on peut aimer le truc. Je dis pas aux gens qui aiment qu'ils sont à côté de la plaque, c'est pas ça que je dis. Je respecte entièrement leurs avis et le fait qu'ils aiment. Moi je trouve pas ça trop mauvais, c'est pas. Voilà, c'est une série animée qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai juste que c'est très mauvais par rapport au manga. Très très mauvais. Par rapport au scénario, et surtout que certains épisodes sont très très mauvais les uns par rapport aux autres au niveau graphique. Le niveau esthétique et graphique est très mauvais. L'épisode 8 ici, c'est une catastrophe. C'est le pire au niveau visuel. C'est dégueulasse, quasiment sur les 90% de l'animé, c'est dégueulasse. Les animations sont dégueulasses, les visages sont dégueulasses, donc voilà. Donc voilà. Cette fameuse interview de Shimaki Kuori qui disait que elle s'en excusait. Elle ne doit pas vraiment s'en excuser. Après, on aime, on n'aime pas. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait un peu tout le tour du pâté de maison sur cet épisode 8. J'attends plus grand chose non plus, comme The CNS des épisodes prochains. Je pense que le 9 et le 10 vont pas être meilleurs. Je suis même curieux de voir comment ils vont clôturer la saison. Si ça arrête au 10 comme prévu, je suis curieux de voir comment ils vont clôturer ça. Parce que ça va être difficile. Donc on verra. Voilà les amis.
Là-dessus, je vous dis à très bientôt, soit pour la review de l'épisode 9 avec une voix qui sera en meilleure forme, soit sur la review de la prochaine figurine, vu que le vote est arrivé à son terme dimanche passé et que j'ai comptabilisé les votes, d'accord? Donc voilà. Là-dessus les amis, je vous dis à toutes et à tous, portez-vous bien, soignez-vous bien par ce temps hivernal hein, qui est un peu pourri pour l'instant. Et à très bientôt. Salut les amis, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.